Faire jaillir des cœurs les questionnements, les doutes, les peurs, l'espoir, l'idée, la créativité. Créer du lien, Découvrir quelqu'un. échanger sans filtre pour tenter de percer les mystères d'un monde énigmatique. Creuser les sujets pour comprendre un peu plus cet être complexe que nous sommes, l'humain. Nous, c'est Océane et Olivia. On a choisi d'aller à la rencontre de personnes passionnées, aux prémices de leur carrière, qui tentent de tracer leur propre chemin. Bienvenue chez Porte-à-Pote. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune artiste qui ose, stimulée par le changement et l'inconnu. Tout comme notre précédente invitée Zoé, Océane est une pote. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà plusieurs années au Conservatoire de danse à Annecy. Danseuse et modèle photo, elle met le corps et le mouvement au cœur de sa vie. Merci beaucoup Océane d'être avec nous. C'est trop cool que tu sois là. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter sans dire trop ce que tu fais, mais plus ce que tu es? Eh bien, je m'appelle Océane, je suis une jeune femme dynamique et heureuse de vivre. Voilà, j'ai la joie de vivre. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup rire. Voilà, je suis un peu perchée. Okay. Et je pense qu'on va rester là. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ok. On a demandé justement à certains de tes proches de te présenter un peu comment ils te perçoivent de leur manière. Du coup, on va écouter d'abord ton ami Quentin. Océane. On m'a demandé de décrire Océane. Pour moi, déjà, Océane, c'est une amie d'enfance que je connais depuis plus de 10 ans d'Annecy. Et c'est une personne, pour moi, déjà, qui est libre dans sa tête, dans son corps et dans son esprit, qui a une façon très personnelle d'appréhender le monde, d'appréhender les personnes qui rentrent aussi dans sa vie. Elle ne se laissera pas dicter les aventures, mais c'est elle qui choisira d'aller aux aventures. C'est une personne qui aime la nouveauté, qui aime les gens dynamiques. Elle aime aussi avoir sa bulle dans sa petite vie, avoir ses petits moments cocooning, ses petits cafés ou ses petits laits de soja. Elle aime aussi être loin des problèmes. Pour moi, Océane, en 3 mots, c'est une personne qui est solaire, c'est une personne qui est aventurière, et c'est surtout une leader. Une leader parce qu'elle arrive à leader un groupe et les entraîner dans ses aventures, qu'elles soient positives ou des fois un peu plus bancales. Mais je dirais qu'Océane, elle a plein de projets, elle a des projets à 1000 à l'heure, elle a envie d'avancer. C'est une personne positive avec qui je pense que je vais avoir encore plein d'aventures, et il faut qu'elle garde ce dynamisme pour avancer dans son avenir et être encore plus heureuse, mais je le sais qu'elle est déjà, et qu'elle profite de la vie tous les jours. Oh, Quentin, c'est vraiment le député qu'il pense être. Franchement, ce mec, il a une éloquence. Élocution. Ouais. Éloquence. Il a une façon de parler. Mais déjà, évidemment, merci. Mais ça me tue parce qu'il a toujours cette façon de parler. Lui, il laisse pas la place à un truc un peu, je sais pas, abstrait et tout. Il sait où il va, ça se voit comment il en parle et tout. Mais ça fait trop plaisir. Et du coup, on a demandé à ta meilleure pote Magali aussi. Alors Océane, c'est une personne inspirante et inspirée, très inspirée surtout de tout ce qui l'entoure, son environnement, ça peut être la nature, de la musique, très ouverte sur le monde. Voilà, j'ai pas besoin de dire que c'est une très belle personne, qui a beaucoup de mérite. Alors faut savoir que elle vient d'un milieu très modeste, qu'elle s'est construite toute seule en fait, grâce à des parents super aimants, super ouverts, qui lui apprennent plein de choses sur le monde, la culture, la musique. Tout se fait en musique chez eux. C'est un peu la maison des fous, mais c'est génial. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'elle est sûre d'elle, qu'elle est enthousiaste pour tout, très entreprenante. Et du coup, un jour, elle a pris son courage à 2 mains et elle est montée à Paris pour vivre de sa passion. Et ça la rend vraiment incroyable. Voilà. Oh, c'est trop mignon parce que Magali et moi, on a beaucoup l'amour vache. On est des peaux de vache entre nous. Ah ouais. Et du coup, c'est marrant d'entendre parler comme ça. C'est de l'entendre parler gentiment alors que ouais, sans vanne derrière en fait, ça qui me fait bizarre, tu vois. C'est pas Magali en fait. Quelqu'un l'a forcé ou
créer de l'argent. On a demandé à une IA. Ouais, c'est ça. Non, bah, c'est trop cute. Ouais, en c'est vrai, je suis d'accord avec elle. mais ça fait plaisir quand des gens qui te connaissent très très bien parlent de toi comme ça valide quelque chose. Parce que quelqu'un d'extérieur voit ce que tu postes, les trucs à la surface, oui, ça fait plaisir. Quelqu'un qui te connaît depuis le début, là, c'est un autre level. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on fait pas d'habitude. Enfin, on se dit rarement entre nous ce qu'on pense vraiment de l'autre et tout. Et du coup, c'est cool de savoir ce que tu renvoies et tout. Ouais, carrément. Et du coup, on a une deuxième question qu'on aime bien poser à nos invités. Oui. C'est une question sur ton enfance. Vas-y. Quelle enfance es-tu? Non, pas du tout, pas du tout. Te sens-tu proche de l'enfant que tu étais? Et quel type d'enfant est-ce que t'étais? Alors, ouais, je me sens très proche de l'enfant que j'étais. Je le sens complètement autant vivant que l'adulte, en fait, en moi. Ça n'a pas de problème. Après, c'était quoi la deuxième question? Et quel enfant étais-tu? Moi, j'étais hyper perchée. Genre, vraiment, j'étais la petite fille dans la cour qui compte les graines. Toujours perchée. Ça n'a pas changé, ça a juste pris une autre forme. J'aimais bien aller vers les gens. Je veux pas mettre une casquette de sauveuse, mais c'est un fait. J'aimais bien aller vers les gens qui étaient harcelés et tout. En fait, j'aimais bien les gens qui étaient aussi perchés, qui étaient rejetés pour ça. Okay. Du coup, j'avais un groupe de gens très bizarres, tu vois. Mais t'étais heureuse. Et j'étais heureuse, tu vois. Et on parlait même pas, on comptait les gendarmes, on faisait des trucs trop bizarres, tu vois. Les gendarmes, c'est vraiment le seul truc que tu vois que en primaire ou en maternelle. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc. Après, ils ont disparu. En plus, ils font des trucs trop bizarres, ils s'accrochent entre eux et tout. C'est dingue. Mais non, ça. Et puis, mais j'aimais bien aussi jouer au foot. J'avais un peu rien à faire. Ça, c'est pour les garçons, c'est pour les filles. Je m'en foutais complètement. Mais en te connaissant, c'est vrai que t'as vraiment gardé ta part d'enfant hyper active et c'est trop chouette. Oh, merci. Genre, c'est hyper fun. Ouais, merci. C'est cool. Yes. Et du coup, aujourd'hui, t'es modèle photo et danseuse. Ouais. Comment tu lis ces deux pratiques et est-ce qu'il y a un des domaines où tu trouves plus facilement du travail par rapport à l'autre? Oui, en tout cas, oui. Comment je lis les deux? Eh ben, j'ai des agences de mannequinat ou de talent. Je suis représentée en tant que mannequin, beauté. Je ferai jamais de podium, je fais pas 1m75, tu vois, mais tout ce qui est beauté, pub et tout, il y a pas forcément de critères de taille. On m'envoie sur des castings et puis je l'ai ou je l'ai pas, et si je l'ai, je fais la pub et ensuite j'ai la prestation et les droits d'image, et c'est ça mes principaux revenus en vrai. Donc c'est ça qui me fournit le plus de revenus et où j'ai le plus travaillé. Maintenant, en tant que danseuse, je suis encore timide. Même si j'ai fait 2-3 battles, j'ai pas passé le deuxième round, quoi. Et je me suis beaucoup cachée. Et pourtant, c'est ce que je fais le plus. Mais des fois, c'est un peu ce qu'on fait le plus, ce qu'on chérit le plus, qu'on veut le moins montrer. Ouais. Et là, c'est le tournant que je prends cette année où je dis, OK, ça y est, là, t'es partie de rien, t'as fait tes pubs, tes trucs. Attends, la danse, tu pars pas de rien du tout. C'est le moment, en fait. C'est le moment jamais. Du coup, c'est la dynamique de maintenant. Est-ce que tu dirais que tu te mets plus la pression, du coup, pour la danse que oui, tu maîtrises, largement. Oui, en quelque sorte, plutôt que le mannequinat où t'es un peu tombée dedans, pas par hasard, mais... Qui a été travaillé et validé, surtout. C'est ça. Oui, plus, parce que... je sais pas pourquoi, en fait. En vrai, pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi je suis moins confiante en danse qu'en mannequinat? Peut-être pas moins confiante, mais... Tu te mets plus la pression. Ouais. Ah, parce que j'ai plus d'attentes, je pense. Parce que comment je me suis formée, les professeurs que j'ai eus aussi, ça compte. Parce que ma propre vision de moi-même, tu vois, je me juge beaucoup. C'est le truc de c'est jamais assez bien, c'est jamais... Mais en fait, ça sera jamais parfait, tu vois. Et je me suis bloquée moi-même de faire des choses et ça se débloque petit à petit. Mais oui, je me mets beaucoup plus la pression en tant que danseuse. Après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dépressurisée net. C'est pour ça que maintenant, j'ai quand même changé. Ah, trop bien. Notamment Benjamin, je sais pas si on l'entendra un moment ou quoi. Non, il n'y a plus d'invités, désolée. Ah, bon. Mais en tout cas, voilà, Benk, qu'on connaît à Paris, qui m'a dit un truc tout simple, m'a dit, franchement, si tu te prends trop la tête, t'as trop de questions. Et moi, j'ai une phrase qui résume beaucoup de choses et qui t'aidera à avancer, c'est vraiment on s'en bat les couilles. Et ça, vraiment, je te promets que ça aide. Mais c'est efficace. C'est très efficace, hein. Voilà. Ouais, moi, on m'a dit... c'était un de
nos profs qui s'appelait Marc Lorimer. Et c'est un super danseur et c'est un super humain aussi. Et il m'a dit une phrase, c'est un peu la même chose, c'est en mode, en fait, t'as pas besoin d'être à 100%, soit à 70%, et ce sera mieux, parce que du coup, tu te mets moins la pression. Du coup, c'est plus qualitatif. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être ce truc-là aussi dans le truc du mannequinat où tu te mets moins la pression. T'es peut-être t'es pas à 70% dans le mode négatif, mais peut-être que tu le vois en mode, j'y vais à fond, mais j'ai rien à perdre. Et les 30% supplémentaires, c'est le truc de, j'ai quelque chose à prouver. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que, tu vois, la danse, je passais par le conservatoire, on se connaissait déjà et tout. Il y a toute une communauté de danseurs et tout, donc t'as déjà un cercle, un environnement qui peut t'élever, mais aussi te pressuriser selon ta maturité. Je pense qu'il y a des côtés où j'étais pas mature. Tandis que le mannequinat, j'avais pas d'environnement, je suis arrivée comment je suis sur la soupe, tu vois. Donc je pense que ça explique des choses. Donc du coup, t'as toujours beaucoup dansé. Et c'est un peu ce que tu viens de nous dire, t'es arrivée comme un cheveu sur la soupe dans le milieu du mannequinat. Oh oui. Donc comment est-ce que t'es arrivée là-dedans ? Je suis arrivée là-dedans parce que un beau jour, pour la faire courte, je travaillais en Suisse parce que je fuyais le Covid et le lockdown. Le confinement. Le confinement. On m'a proposé un taf en Suisse. Je me suis retrouvée dans une baraque de 4 étages. Ça n'était pas du tout prévu comme ça. Et bref, une chose en entraînant une autre. Mon employeur était réalisateur et il travaillait avec des agences de mannequinat en Asie. Et en fait, il me prenait souvent en vidéo, en photo, on était devenus un peu potes, tu vois. Et mais je faisais un truc qui a rien à voir. Je faisais de l'archivage de peinture, de dessin. Mais rien à voir. Mais vu qu'il était bonne vibe, j'étais bonne vibe et que moi, il m'invitait à des soirées avec un peu le gratin suisse et tout, que moi j'étais là, enlevez vos chaussettes, on va faire un atelier de danse contemporaine. En fait, on s'est vraiment lié d'amitié avec lui et son associé. Et bref, et ce mec, en gros, il me prenait en photo et tout. Il y avait aussi un studio de danse dans la villa où je travaillais. Et je me disais, il prend des vidéos, des photos parce que c'est sa passion. Et puis en fait, un jour, j'ai appris qu'il les avait envoyés à des agences et qu'ils avaient dit que c'était pète sa mère, quoi. Enfin, que c'était pète sa mère. Hyper chouette. Je le dis un peu vulgairement. Mais il les a envoyés sans te le dire ? Non. En gros, ils ont dit, mais ça peut son profil peut marcher, en fait. Ils ont dit, son profil peut marcher et une chose en entraînant l'autre. En fait, à chaque fois que je vais dire une chose en entraînant l'autre, c'est énormément de dingueries. Je sais pas, on n'a pas 4 heures. Je me suis retrouvée à faire une pub pour un genre d'Amazon chinois dans un hôtel 5 étoiles en Genève. Et ils m'ont dit, vas-y, tu veux pas essayer de faire cette pub ? Et en fait, je l'ai fait, j'ai kiffé et j'ai vu sur le contrat, c'était écrit modèle danseuse. Je me suis dit, mais vas-y, c'est ça que je veux, c'est trop bien, c'est trop marrant. Du coup, j'ai enchaîné des shootings, voilà. En fait, c'était un peu ta bonne étoile. Ouais, c'est ça, je me suis vraiment laissée porter et j'ai senti un potentiel quelque part et ça avait l'air challengeant, du coup, je suis allée. Puis j'ai pris vraiment goût surtout j'ai pris goût avec une photographe qui s'appelle Allégresse, qui s'appelle Camille, qui est une personne très très proche de moi. Et elle commençait aussi sa carrière de photographe. Moi, je commençais mes débuts de modèle. On a fait un shoot ensemble qui nous a vraiment switché en mode, en fait, on peut aller loin, tu vois. Et c'est ça qui m'a projetée. Ok, voilà. Du coup, le milieu, il semble quand même assez fermé. Et je me dis qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de concurrence. Et comment tu fais pour te démarquer dans les castings, pour faire ta place Alors, c'est un milieu fermé. Oui et non. Ok. En gros, je pense pour vraiment déjà intégrer une agence, mais avant d'intégrer une agence, il faut avoir confiance en ce que tu fais. C'est la première étape, je pense, dans tout. T'organises tes shootings, tu rencontres des photographes, t'envoies des DM à des photographes qui veulent faire des collabs. Tu testes plein de trucs. Faut pas avoir peur de se déplacer parce que dans ta région, il n'y a pas forcément tous les bons photographes. Faut pas avoir peur d'investir. Et en fait, ça devient une passion. Faut que ce soit aussi quelque chose que t'aimes, tu vois. Et une fois que t'as ton book et t'as confiance, on va dire, vas-y, ça vaut quelque chose, en fait. T'envoies aux agences et oui, au départ, surtout, on va te dire, non, on va te dire, on a assez de personnes, on va même pas te calculer et tout. Mais sur 20 agences, tu en auras peut-être une qui te dira oui. Après, c'est 2, 3, 4. Les agences, je crois qu'elles font aussi confiance au fait que tu es dans d'autres
agence où t'as déjà fait confiance. Et à partir de là, t'es déjà enregistré dans leur base de données. Et ensuite, c'est simplement la marque qui a une pub qui recherche une modèle, on va dire brune, un peu eurasienne et tout, qui va demander à toutes ces agences avec qui elle collabore. Et toutes ces agences vont proposer leur modèle qui ressemble à ça, et tu vas être dedans ou pas. Et ensuite, là, on te valide ou pas, on te dit oui, on veut l'avoir ou non. Et voilà. Mais ça, oui, c'est énormément, je veux dire. C'est 2% de ce que tu fais qui marche, qui t'amène à un job, tu vois, on va dire. Du coup, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi, au final. Non, mais effectivement, mais en fait, je crois que le secret, c'est il faut juste s'acharner. Ouais, ok, c'est genre vraiment, faut s'acharner et faut pas se dire que les clés, tout est entre leurs mains, c'est vraiment entre tes mains que tu vas t'acharner tellement que tu vas forcément t'améliorer, qu'à un moment donné, ça va se voir, en fait, c'est tout. Et est-ce que c'est indispensable, du coup, selon toi, d'être dans une agence pour avoir des contrats ? Bah, en France, t'as pas le droit de travailler pour une marque en tant que modèle sans agence. Ça n'existe pas. Après, il y a des petits subterfuges qui existent en passant par la Suisse ou le Luxembourg, que je tairais. Tu peux faire un genre de facture, bref, parce que là-bas, c'est plus ou moins admis. C'est un peu une faille juridique où tu peux transmettre une facture et travailler en tant que mannequin freelance, mais ça n'existe pas en France. Donc oui, il faut une agence. Okay. Après, tu peux avoir des contrats, ou du cash, ou voilà, ou des magouilles qui font que c'est plus ou moins officiel via Instagram, via... moi, on m'a déjà pris pour un clip ou deux par Instagram, parce qu'ils ont vu mon profil, parce que la production me suit, ou voilà. Ça arrive pas mal. Mais en général, c'est pas très bien payé. Et en général, t'es pas du tout protégé. C'est-à-dire que moi, on m'a déjà mis... Enfin, je suis déjà passée à la télé dans un clip. J'avais été payée 3 fois moins que ce que j'aurais dû, parce qu'on est passé par Insta et pas par agence, et bref, sans contrat. Un clip comme ça, en vrai, allez, minimum 2000 balles de droit, tu vois, minimum. J'ai rien eu du tout. Mais il y a personne qui allait me protéger, parce que ce que j'ai fait, c'était pas légal. Donc, faut une agence. Il faut. Et est-ce que dans ces cas-là, tu peux demander à... Comme toi, t'as déjà des agences, est-ce que tu peux demander à une de tes agences de te représenter pour ce contrat ? Oui, ça, tu peux. Tu peux absolument, mais ils peuvent refuser si, par exemple... le budget n'est pas assez élevé. En fait, le truc, c'est qu'en général, s'ils passent pas par agence, c'est qu'ils ont pas un assez gros budget. Parce qu'une agence, ça a un coût. Ouais. Donc, en général, c'est un peu indicateur du budget, de la confiance que tu peux y mettre. Après, si c'est pour un contrat avec une marque lambda qui est pas connue, que voilà, ça passera pas spécialement à la télé, bon, j'ai envie de dire, allez-y, faites-vous des thunes. Ouais, tu disais dans ton parcours que, du coup, les rencontres, elles ont été très importantes. Et du coup, quel a été leur impact aussi sur toi en tant que personne et en tant qu'artiste ? Les rencontres dans ce milieu-là ? Ouais. Il y a les rencontres déjà physiques et les rencontres via les réseaux, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ça compte énormément. Par exemple, j'ai fait cette pub Garnier qui a absolument changé ma vie grâce à Instagram, parce que un jour, j'ai envoyé un message à une femme qui s'appelle Lara Lacquiz, qui est une danseuse et une modèle, et bref, une artiste complète incroyable. Et j'étais un peu en mode groupie, en mode « Ah, j'adore ce que tu fais, si je peux être tes petites mains sur un projet, ce serait mon plaisir et tout. » Et là, elle me répond, moi j'étais « Ah putain, elle m'a répondu, elle m'a dit oui, j'oublierai pas et tout, super sympa. » Et c'est pas que 2 semaines après, je reçois un appel, oui, bonjour, je m'occupe du casting pour Garnier. On m'a proposé votre profil parce que la danseuse et modèle qui est censée venir, elle est bloquée à Los Angeles à cause de son visa. Je dis, mais qui vous a dit que moi, enfin, il m'a dit, ah, bah, c'est Lara Lacquiz. Bah, voilà, j'ai eu le casting et tout. Mais ça peut aller jusque-là, une bonne rencontre. Ça peut aller très loin. Après, il y a des rencontres qui vont dans l'autre sens, tu vois, où tu dis putain, faut jamais que je fasse ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est autant utile, en fait. Et t'as été confrontée, du coup, aussi à des mauvaises rencontres ou un peu des désillusions ? Oh oui, les photographes. Ah ouais ? Oui, les photographes. Ah ouais, ça a l'air d'être un sujet. C'est un gros dos, hein. Les photographes, surtout, qui se flairent bien, les filles qui, voilà, n'ont pas beaucoup d'expérience dedans. Le gars, il a un studio où, des fois, ils ont une putain de carrière, hein, et des fois, rien du tout, mais juste, il fait des photos et t'as besoin de photos. On te dit, ton profil m'intéresse, vas-y, on collab. Sauf que tu te retrouves dans un studio, chez un gars, qui, en fait, tu sais pas c'est quoi ses intentions. Il peut se passer un drame, mais il peut aussi se passer un truc, on va dire, moins dramatique, mais traumatisant. Par exemple, tu poses, normal que tu poses, tu peux être dans des tenues plus ou moins qui te dévoilent.
Et en fait, le mec se rince l'œil et tu le ressens et il y a un truc très malsain et ça peut te arrêter complètement toute envie de continuer, ça fait peur, enfin, c'est très dangereux. Ça peut être très, très, très dangereux. Vraiment, faites pas ça si vous êtes fragile de ce côté, on va dire, si vous êtes du genre à, comment dire, faut vraiment être très distante et très froide parfois. Vraiment, vraiment. Faut pas laisser l'espace à ça du tout. Parce que ça, c'est un truc qu'ils ressentent, c'est des rapaces. Hein. Et du coup, est-ce que tu donnerais le conseil aux jeunes qui veulent se lancer de pas y aller seuls ou Alors oui, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? il y a des règles. Il y a des règles que moi, j'ai pas suivies au début. Bon, j'ai pas eu d'événements dramatiques, mais j'ai eu des choses qui m'ont pas été cool. Hein. Un shooting, c'est toujours en extérieur, ou si c'est chez quelqu'un, dans un studio chez quelqu'un, c'est jamais seul. Si le gars, parce que souvent c'est des gars, c'est que des gars. Posons les termes, c'est que des hommes qui font ça. T'as combien de pourcentage de photographes hommes et photographes je dirais à vue de nez les chiffres, mais qui exercent. Ouais. Je sais, franchement. Dans les campagnes de pub. Alors je pense que c'est majoritairement des hommes. Hein. Ok. Je pense, je sais pas combien, mais au-delà de la moyenne, c'est sûr. Bah, comme dans beaucoup de taf comme ça, malheureusement. Mais oui, moi j'ai vu que des hommes pour l'instant. Mais donc voilà. Un shooting, c'est en extérieur. Si c'est pas en extérieur, c'est avec quelqu'un. Tu imposes le fait qu'il y ait quelqu'un. C'est pas une question. Si le gars te dit non, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est pas. Il me dit oui, mais ça va déstabiliser. Mais ta gueule, ça va pas déstabiliser. Ça va pas me déstabiliser moi d'être chez toi. On se connaît pas et tout. Ça, jamais faire de. Alors, après, peut-être si tu ramènes quelqu'un, mais du nu, des choses comme ça au début. Faut vraiment connaître la personne ou être avec quelqu'un ou tu vois. Mais je suis désolée, 80% des photographes qui font du nu, Jean-Pierre Photographie 78, avec des putains de bâches en plastique. Mais c'est des malades en fait, tu vois, genre on pourrait être leur fille, leur petite fille. Il y a rien de normal et tu vois bien que la photo, ça se voit aussi à ça. La photo, c'est le male gaze, tu vois. Ils te prennent pas en photo pour l'art du corps de la femme de je sais pas quoi, mes couilles qui te racontent. Ils se rincent l'œil complètement. Ils ont même des compétences que tu veux, ça se voit. Tu te vois comme un objet sexuel. Et ça c'est non en fait. Ça c'est non. Ou tu peux faire du nu, pourquoi pas avec une femme. Pourquoi pas. Et c'est pas les mêmes photos de toute façon. Ouais. Mais soyez jamais seuls. Voilà. Mais ça, c'est chaud aussi parce que je pense qu'il y a plein de jeunes, surtout, ou des personnes qui commencent qui n'ont pas forcément cette conscience. Et je me dis, ça peut être hyper dangereux. Et elles peuvent se dire, trop bien, j'ai un shoot et tout, et c'est une trop bonne opportunité. Oui, bien sûr. Et puis, des fois, le gars a des contacts. Puis, des fois, ces photos sont quali en soi, tu vois. Puis, voilà, quand tu dis qu'un shooting en studio, ça peut être, je sais pas, 600 balles et que le gars, il dit, oh, vas-y, je te fais ça, t'es à fond, tu cherches tes photos partout. Oh, bah quoi, faut être en lingerie, bah c'est pas grave, ça peut être... Bah non, faut pas. Ou faut vraiment y aller avec quelqu'un. Faut vraiment... Et Jean-Pierre Photographie 78 sera pas d'accord que tu ramènes ton mec. Petit tips, même si vous êtes célibataire, ou si vous êtes lesbienne, ou je ne sais pas, ramenez un gars si vous pouvez et dites que c'est votre partner. Voire fiancé, voire mari. Oh, wow. Jean-Pierre, il va pas faire mon feu. Tous les Jean-Pierre de France, il n'y a rien contre vous. Voilà. Et du coup, ces deux métiers, que ce soit le mannequinat ou même la danse, il y a un rapport important avec le physique. Ouais. Est-ce que toi, ça a changé ton rapport avec ton physique, ton image, et comment tu gères ton image, justement? Mon image de mon corps? Ouais, ton image sociale. les deux. Un peu, est-ce que le fait de faire ces métiers, ça a changé ton rapport avec ton physique? Et après, comment tu gères ton image, ce que tu renvoies, même dans le milieu professionnel, comment tu travailles ton image, on va dire? Au niveau du physique, du corps, j'ai toujours été un peu... j'ai toujours voulu un corps tonique, musclé, tout ce que tu veux. Ça, c'est un truc qui est un peu dans ma nature. Après, c'est vrai que quand tu fais des photos, ça exacerbe ça, forcément. Je fais de la danse de base, donc tu vois, j'avais quand même un truc assez sportif en moi. Après, le fait de faire des photos, ça donne confiance. Ça donne confiance en ce que tu dégages. Parce que des fois, on croit tu vois, je sais pas, t'es là, n'importe où, et puis tu dis, putain, là, je suis sûre que je suis trop moche, ou je suis sûre, enfin, ça nous est tous arrivé. Et en fait, quand t'es dans cet état d'esprit, qu'on te prend en photo et que tu te dis, ah ouais, en fait, je suis belle, bah, tu te dis, non. On est souvent à milieu d'avoir une réelle représentation de
ce qu'on dégage et sa beauté quand on n'a pas confiance en soi, tu vois, ou quand on est dans une mauvaise passe. Donc, non, ça donne confiance. Ok. Ça donne confiance que tu dégages quelque chose de beau et que tu peux, selon ton bon vouloir, dégager ça ou ça, que t'as le contrôle là-dessus et que même sans contrôle, t'es quand même... t'es belle comme ça et c'est là que t'es le plus belle, d'ailleurs. C'est hyper important, ce truc, je pense, de contrôle, comme tu dis, parce que c'est toi qui... Enfin, là, de ce que tu dis, c'est toi qui choisis ton image et comment tu veux te montrer ou être perçu en fonction des shootings. Et même dans la vie, du coup, ça te permet d'être... par rapport au photographe dont tu parlais tout à l'heure, au début, ça te permet de pouvoir mettre une distance aussi. Et oui. c'est chouette. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, carrément. Ça protège un peu, quoi. Ouais. Tu mets, en gros, ça t'apprend que tu mets le masque que tu veux. C'est tout. Et que si t'as besoin de faire genre, j'ai très confiance en moi, surtout dans le milieu pro, tu peux le faire, en fait. On est dans un monde d'apparence et il faut juste savoir en jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça s'apprend, comment tu sais? Oui, ça s'apprend, bien sûr. Ok. C'est pas inné. Basiquement, on n'est pas comme ça. Mais bon. Et du coup, tu dirais que c'est l'expérience? Oui, c'est l'expérience. C'est que l'expérience. Et du coup, maintenant, est-ce que tu penses que t'es plus en contrôle tout le temps? Ou est-ce qu'il y a quand même des moments où, quand c'est hors pro, tu lâches ce truc de contrôle? Du coup, je suis beaucoup moins en contrôle parce que du coup, je me vois... je vais poser les termes, je me vois badass en toute situation, tu vois, en toutes circonstances. Yeah. et que même si je suis au bout du Rolls et que j'ai un œil là, ça ne change rien à ce que je suis. Et cette image, elle ne me définit pas dans ce que je suis profondément, tu vois. Voilà. Donc non, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise qu'avant. Et du coup, on parlait un peu de comment se protéger et affirmer tes limites. Et comment est-ce que tu fais, du coup, toi, pour affirmer tes limites et savoir mettre un cadre, en fait, pro dans ce milieu-là? Comment je pose mes limites? Et dans les collabs, déjà en définissant des règles de sécurité indiscutables. Et on va peut-être te demander de te dénuder un peu plus ou quoi. Faut que t'en aies envie. Si t'en as pas envie, c'est ta limite, c'est ton envie, en fait. C'est pas l'envie du photographe. S'il te dit un truc que tu dis, pourquoi pas, là, t'as envie, tu vois. Mais si c'est un pourquoi pas, je veux pas, mais non, ça s'arrête, je veux pas, t'arrêtes, c'est la limite. Et tu laisses aucun espace à ça. Et c'est pas grave si tu le dis de façon timide ou quoi. Ce qui compte, c'est que tu le dises et que tu le fasses. La forme, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des photographes qui insistent quand tu poses cette limite? Oui, c'est des ouf, des fois. Et du coup, par exemple, pour une personne qui va affirmer ça timidement, comment faut pas qu'elle le lâche, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des filles qui sont de nature timide, ou voilà, et ça, c'est pas quelque chose que tu vas changer du jour au lendemain. Par contre, elle répète, faut pas qu'elle lâche ce truc, quoi, et il faut qu'elle prenne une décision à un moment donné de ok, je l'ai dit, je vois qu'il force, je vois que j'arrive pas à le dire, mais je peux partir. T'as pas le contrôle de ta nature, tu vois. Des gens, ils sont timides et ils arriveront jamais à avoir un gros... froncer les sourcils. Par contre, ils peuvent le répéter. Bon, déjà, d'ailleurs, que tu le répètes, c'est pas bon signe. Hein. Non. Et te casser. Et tu te casses timide, c'est pas grave, tu vois, mais tu te casses, quoi. En fait, faut oser le dire et pas se laisser avoir par la peur de décevoir. Oui, ou pas se laisser impressionner par l'autre, quoi, qui force. Mais des fois, je pense que ça peut être dur à gérer en fonction des situations, quoi. Oui, et c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un. Parce que cette personne, même si, voilà, t'oses pas, elle te connaît, et tu peux même lui dire à cette personne, je te fais un signe. Je conseille aussi de faire un signe. Si je parle de tout d'un coup d'ananas, je dis n'importe quoi, ça veut dire que là, je veux me casser, quoi. Je suis coincée. Et en plus, des fois, c'est plus facile quand t'es pas dans la situation et quand t'es extérieur d'intervenir. Et du coup, plus généralement, quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat, tu lui donnerais quoi comme conseil? Un peu... Faites des shootings en collab, bombardez des shootings pour prendre confiance en vous. C'est pour le book, ok, c'est la finalité d'avoir des photos à proposer, mais la première étape, c'est de prendre confiance en ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Postez les choses. Postez que vous êtes actif et tout. C'est important, les réseaux sociaux, ça prend une grande part de... c'est très important. En fait,
voilà, c'est tout. Et ensuite, vous bombardez les agences. Et on vous dit non, c'est pas grave, il y en a d'autres. Tu réessayes même, franchement, faites les forceurs. Faites les forceuses, faut forcer. Hein. Ouais, ça, tu conseilles de pas t'arrêter à un refus, mais de recommencer. Ouais, tu recommences, Moi, j'ai fait là où je les ai appelés et tout. Je me dis, pourquoi vous ne prenez pas? Ils se disent, ah, ben, en fait, on n'est pas dans un moment de recrutement. Des fois, je dis, mais vous avez vu ma tête? Ils ont dit non. Je dis, ah, ok. En fait, tu recommences dans 2 semaines. Mais toi, t'as reçu un mail, votre profil ne nous correspond pas. En fait, ils savent même pas c'est quoi ton profil. Ah, c'est cool de le savoir. Ah oui, ouais. Et puis, ça marche pas là, mais tu vas faire une vidéo, une photo qui est cool, qui est vraiment, tu vois, qui marche. Ah bah tiens, c'est leur profil, c'est leur type maintenant. Tu vois, Ça dépend aussi de comment t'arrives à te mettre en valeur dans ces photos. Oui. Et ça vient avec le temps et l'expérience. Et les bons photographes et tout. Ouais. Ok, trop bien. Trop chouette. Et bah écoute, maintenant on te propose de nous partager, toi, ton sujet. Un sujet qui te touche. Et t'as la parole. C'est à toi. Alors, le sujet que j'aurais aimé aborder, c'est le fait qu'il ne faut pas avoir peur du vide lorsqu'on veut faire le grand saut. Ou plutôt, il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur du vide pour faire le grand saut. Je m'explique. Quand on veut faire un changement dans sa vie, quand une opportunité se présente à nous, parce qu'en général, les grands changements, ça arrive après un certain travail. Tu vois, tu travailles ton projet, ça peut être du mannequinat, de la danse, peu importe. Il y a un moment donné, ça paye. Mais le moment où ça paye, parfois, c'est le moment où, putain, on te met en face de toi une opportunité qui te fait flipper et tu te demandes, est-ce que je suis capable? Mais attends, c'est toujours pas bon, il faut que je perfectionne, Et en fait, on est nombreux à attendre au bord comme ça du grand saut, tu vois. Et on saute pas. Parce qu'on attend d'être prêt. Mais on ne sera jamais prêt. En fait, il y aura jamais de bon moment pour se lancer. Jamais. Il y aura jamais de moment, parce qu'on se dit, tiens, si je travaille ça et ça et ça en plus, j'aurai les armes pour vraiment affronter cette nouvelle étape. Les armes, tu les auras au moment où tu seras en face de la situation, et pour être en face, il faut y aller. Il y aura pas de bon moment. Tu seras jamais prêt. Ça n'arrivera pas. Et on va juste attendre. Et il va rien se passer. Et ça, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, qui ont du travail derrière eux, qui ont quelque chose à donner, qui ne le donnent pas parce qu'ils attendent. Ils attendent d'avoir quelque chose qui est en fait là, après avoir sauté, tu vois. C'est pas en attendant qu'ils vont acquérir ce qu'il faut. C'est sur le terrain. Donc voilà, il faut pas être dans l'attente. Faut y aller, voilà. Faut sauter. Faut prendre le risque. Si y a un mélange de peur et d'excitation, c'est que souvent c'est la bonne chose à faire. C'est qu'il faut y aller. Si c'est que c'est de la peur et de la terreur, je dis ça pour plein de trucs dans la vie, faut pas y aller, tu vois. Mais en général, dans ces situations, c'est un sentiment qu'on reconnaît tous. Parce qu'enfant, on n'a pas arrêté de le faire et on a arrêté de le faire en grandissant. Et on l'a tous, ce truc. C'est-à-dire que, je sais pas, quand on a commencé à prendre le vélo, quand on a commencé même peut-être à marcher, on se souvient pas, mais t'imagines, on était là, mais t'es ouf, je sais pas faire. T'y allais, tu savais rien faire. T'as appris sur le terrain. On a déjà appris des trucs de ouf. Et ça s'arrête parce qu'on décide d'arrêter ce truc. Mais ce truc, on l'a tous en nous, en fait. Des fois, il faut dire let's go, hein. C'est pas grave, je suis en Y, franchement, j'y vais, hein. C'est tout. Après, ça se lisse. Eh ben, merci beaucoup pour ton partage. Mais de rien. C'est trop cool. Là, du coup, on va passer à la partie plus échange avec des questions un peu découvertes. Oui. Et du coup, l'idée, c'est que chacune notre tour, on pioche une question, on la lit et on répond un peu chacune à la suite. Ok. Du coup, si tu veux piocher la première. Excellent. Quels sont les freins qui vous empêchent de vous lancer? C'est moi qui réponds? En premier, et après lui. Ouais. Ok. Quels sont les freins qui m'empêchent de me lancer? La quête de la, entre guillemets, perfection, mais en fait, c'est juste du manque de confiance.
ça veut pas dire que je m'estime à pouvoir atteindre la perfection. C'est que je valide pas assez ce que j'ai déjà et que je m'accorde pas le mérite que je devrais m'accorder. Notamment en danse, tu vois. Okay. Et que, en fait, dans le fond, pourquoi je me lance pas à 1000%, pourquoi, voilà, il y a des fois où je me freine. Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu grave si ça marche pas, que voilà, on a tous ce truc un peu et les gens et machin, mais en fait, ils s'en foutent. Désolée, référence à Bank, en fait, on s'en bat les couilles. Genre, tu vas faire ton passage, tu vas être pété au sol, dans 5 minutes, tout le monde t'a oublié, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça, la réalité, c'est qu'on n'est pas le centre du monde des gens. Et on s'en fout, donc vas-y, tu fais non, c'est pas grave, hein, tu retournes la semaine pro. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc voilà. Manque de validation de moi-même, manque de confiance. Ouais. Auto-jugement, quoi. Oui. Bah, moi, c'est un peu pareil. Du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter. Parce que je pense que c'est vraiment le truc qui me freine le plus. C'est des attentes que j'ai de moi. Et autre truc, je pense aussi, c'est ouais, le truc que tu disais, d'oser passer le pas, le saut dans le vide, où tu te dis, c'est même pas je sais pas ce qu'il y a après, c'est tu te dis, est-ce que je vais réussir à sauter? Et moi, c'est vraiment ce passage de, j'ai pas peur de ce qu'il y a après, mais par contre, le saut, genre, ça me freine de ouf. Mais j'apprends à sauter. Ouais, c'est bien. Et ça, c'est cool. Trop bien. Tant mieux. Je pense que moi aussi ça se rejoint, mais je dirais les freins qui m'empêchent de me lancer. Moi, il y a beaucoup de peur, parce qu'en fait, je crois que j'ai peur de l'échec, mais aussi de la réussite. Ouais, pareil. Et ouais, je pense que vraiment j'ai peur que ça marche pas, ou j'ai peur aussi de me rendre compte qu'en fait ça me va pas. Par exemple, la voie que j'ai choisie, de me dire ok, j'en ai toujours rêvé. Aussi, je pense c'est que j'ai un peu peut-être idéalisé, et du coup la voie que j'ai choisie, peut-être que je la place trop haut, trop comme un idéal, un Graal, ouais, voilà. Et du coup, ça rend le truc un peu... En fait, du coup, il y a énormément de peur, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Alors qu'en fait, il faut juste relativiser, je pense, et remettre à la bonne échelle, quoi. Mais je pense qu'aussi, j'ai peur de me rendre compte que, en fait, c'est pas ça. Que je me suis donnée, depuis le début, j'ai tout fait pour ça. Et en fait, de me dire, ok, en fait, c'est pas pour moi. Je pense que j'ai peur de ça aussi. Et au final, quand tu te rends compte que c'est pas ça, bah en fait, faut pas le voir comme un truc négatif. C'est genre hyper positif et ça t'amène vers un truc où t'es encore plus toi et où tu te libères, parce que sinon, en fait, tant que tu l'as pas fait et que t'as pas réussi ou essayé, mais c'est ça, tu sauras jamais. Ouais, c'est ça. Tu peux te dire c'est ma voie, et garder ce truc en tête toute ta vie. Et en vrai, je pense qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords. C'est hyper bateau ce que je suis en train de dire. Mais c'est hyper... Enfin, en fait, c'est ça. C'est mieux de regretter ce que t'as fait en mode « Oh non, zut alors !» Je trouvais que c'était mais au bien. moins tu l'as fait, ouais. C'est vrai. Et en vrai, tu regretteras jamais. Oui, c'est vrai. C'est ça le truc qui est fou, c'est que au pire, tu vas ailleurs. Ouais, et puis limite, c'est mieux, du coup, oui, ça t'amène en fait à un endroit qui est encore mieux pour toi. Ouais. Vous avez regretté des choix de vie des fois? Les choix de vie. Genre professionnel ou... Enfin, surtout professionnel. En mode, ok, là, je pars vivre à Paris. Là, genre, ça m'a coûté, quoi. Ça m'a plus coûté qu'autre chose. Moi, j'ai regretté des façons de travailler où je donnais trop à des gens qui étaient un peu des rapaces, tu vois. Notamment pour des trucs pas très officiels que j'ai fait, qui m'ont rapporté un peu d'argent, certes, mais ils grattaient trop, tu vois. Et moi, ça m'a coûté. Et c'est non seulement que c'est pas faire, mais c'est qu'après ça, faut récupérer, tu vois. Ouais. C'est pas que de l'énergie, c'est de la confiance. Et ça, c'est du vrai regret, tu vois. Bon, c'est une leçon. Tu le répètes pas après. Enfin, de moins en moins, on va dire. Parce que, mais voilà. Et vous? Bah, moi, je pense pas tant. Je pense que, en fait, c'est ça se transforme en leçon. Genre, tous les trucs un peu négatifs, sur le coup, t'es en mode, je regrette, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait confiance à telle personne. Et sur le coup, ça m'est arrivé de regretter des choses.
Et pareil, c'était surtout d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes ou d'avoir trop partagé avec des personnes qui au final étaient pas là pour les bonnes raisons ou quoi. Mais par contre, avec le recul, j'ai plus de regrets. Genre, c'était vraiment le sentiment sur l'instant. Et avec le recul, c'est vraiment... je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai appris ça. Ouais, Mais sur le coup, ouais. Bah, moi, je dirais que j'ai pas de regrets. Trop bien. Après, bien. pour l'instant, après, je me dis, voilà, je suis jeune et tout, et j'ai pas... Mais non, je regrette rien parce que... Bah, c'est un peu ce que tu disais. Enfin, moi, je me dis que, du coup, à chaque fois, ça m'a apporté quelque chose. Même les trucs un peu plus négatifs, ça m'a appris, ça m'a permis d'aller là, de rencontrer telle personne. Je sais pas, j'ai l'impression que, pour l'instant, c'est fluide, quoi. Ouais, ok. Nice. Next question. Ouais, alors... Que fais-tu pour évoluer et t'améliorer? C'est une vaste question. Moi, je dirais... Déjà, de temps en temps, je me fais un peu des check-up en mode... un peu un état des lieux de où j'en suis. Et du coup, je vois, je liste un peu... même dans mon état, comment je me sens, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie de tous les jours. Est-ce que là, je me sens dans un bon équilibre? Parce que... Des fois, par exemple, je peux être beaucoup trop que dans la danse, vu qu'en ce moment, je fais une formation de danse, que ça, et j'oublie tout le à côté. Et en fait, je sens que ça me déséquilibre et qu'il me manque plein de trucs, même juste de voir des potes, de faire d'autres choses, la famille, cuisiner, je sais pas. La vie. Ouais, la vie, c'est ça, vivre. Du coup, j'essaie de me faire de temps en temps un peu des états des lieux. Et c'est cool, parce que du coup, tu peux ajuster, réajuster dans ta vie, quoi. Et sinon, j'écoute beaucoup... En fait, j'aime bien me nourrir en fait, tout simplement lire, écouter des podcasts. Écouter des podcasts, j'adore. Parce que ça me... À chaque fois, ça m'apprend beaucoup et j'aime trop ce format. D'où ce qu'on fait. Je pense que je dirais ça en premier jet, quoi. Ok. Je te pique la question. Je pense que pareil, je fais des check-up, mais pas forcément conscients. Enfin, c'est plus... je sais pas, il y a des moments... là, par exemple, récemment, je me suis posée devant mes vidéos d'audition et j'étais en mode... ok, ça me va pas. Pourquoi est-ce que ça me va pas? Parce que ça manque de dynamisme, parce que je montre 30% de ce que je sais faire, parce que en fait, j'ai filmé un training, j'ai pas filmé une vidéo pour l'envoyer, enfin bref, plein de choses comme ça. Mais du coup, je le fais pas forcément en mode de... Je me fais pas des check-up, mais ça vient naturellement sur des moments où je bute sur un problème. Mais que ça soit perso aussi, je me dis, ah attends, dans cette situation, pourquoi j'ai réagi comme ça? Et du coup, je pense qu'il y a ça qui m'aide beaucoup, en parler avec les personnes qui m'entourent. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper important et qui me fait énormément de bien, parce que en parlant des problèmes qu'il y a ou de là où j'ai envie d'aller, déjà ça devient plus clair pour moi. Oui. Et en plus, j'ai des solutions qui apparaissent, qui sont pas forcément celles auxquelles j'aurais pensé, et je me dis, mais en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Du coup, voilà. Et observer et m'entourer de personnes qui sont inspirantes. Et pas que m'entourer, mais juste des personnes qui m'inspirent, me dire, ok, waouh, c'est trop stimulant. Ouais, de fou, ça. C'est de voir ça, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, je dirais ça. Nice. Alors, je reviens à la question. Que fais-tu pour évoluer et t'améliorer? Pour évoluer, je pense que dans tout, c'est l'entraînement, c'est la répétition qui te fait évoluer dans une direction, genre avec un goal, tu vois. Parce qu'en vrai, je pense que même en tant que danseur, on l'a tous connu, d'être dans la salle du temps, t'es là, tu t'entraînes, mais en fait, t'es juste en train de te défouler, ou t'es juste en train de kiffer, t'es un peu... Ouais, ça fait 1 an que je m'entraîne, mais en vrai, je vais nulle part, tu vois. Faut pas regretter, t'avais peut-être des trucs, t'avais peut-être envie, tu vois, de ça, il faut l'assumer. Mais faut assumer, faut pas blâmer que t'as pas progressé. Mais des fois, il faut passer par là pour progresser, faut juste se faire kiffer. En vrai. C'est vrai, hein, ouais. Donc voilà. Pour évoluer l'entraînement dans une direction, et les challenges, les checkpoints, tu vois. Pour moi, les checkpoints, ça peut être un battle, ça peut être un casting, une audition,
Ça peut être, ah bah tiens, j'ai envie de monter un collectif, j'ai envie de, je sais pas, j'ai une idée de vidéo, et puis il va falloir que je trouve toute une équipe, et ça, c'est un checkpoint, tu vois. Donc, tu t'entraînes dans une direction. Une fois que t'es dans ta direction, tu vas à ton checkpoint. Ton checkpoint, tu seras jamais prêt. Faut pas oublier que tu seras toujours prêt à 60%, en fait. Selon ta personnalité, mais voilà, on va dire. Et tout ça t'améliore, en fait. Et après, quand tu doutes de ton amélioration, on va dire, effectivement, l'environnement, c'est crucial. Je pense qu'il faut s'entourer de personnes à qui on veut plus ou moins ressembler. Tu vois, qui ont fait ce qu'on veut faire. Voilà. Ouais, et eux, quand ils te valident, là, t'arrêtes de tergiverser, quoi. Et t'y vas. Quel est ton rapport au changement ? Quel est mon rapport au changement ? Bah, c'est une bonne question. Bah, je pense que au début, il peut m'effrayer dans le sens où je vais un peu imaginer les différentes possibilités de changement qu'il peut y avoir. Et du coup, pas que les bonnes possibilités, mais aussi tous les effets négatifs. Donc ça, je pense que ça peut aussi être un frein, des fois, pour moi, d'imaginer les trucs probables ou pas, mais d'imaginer des choses qui pourraient se passer, alors que, en fait, souvent, ça se passe pas. Ça, c'est le début. Et après, quand je suis dedans, je suis grave contente. Donc, ouais, c'est vraiment l'anticipation du changement où ça me freine. Mais dans le changement, je trouve que c'est hyper stimulant, hyper vivant. Et en fait, tu te découvres aussi. Enfin, tu découvres des parties de toi que tu connais pas. Tu découvres, ah tiens, je peux être comme ça. Enfin, je peux être Et carrément. qui je veux et tout. Et du coup, je trouve que ouais, c'est chouette quand t'es dedans. Ouais, carrément. Difficile de changer, mais bien quand on a changé. Oui, Océane présidente. Ouais. Après ton pote député. Oh putain, l'équipe. Quel est ton rapport au changement ? En vrai, le changement, c'est un peu... c'est bizarre, mais c'est un peu ma stabilité. Hein. C'est un peu la base de mon rythme. Depuis que je suis née, je suis pas trop dans la stabilité. Que ce soit géographique, oui. Matériel, voilà, tout ce que tu veux. Le changement, ça me met plutôt en confiance, en fait. Okay. D'avoir des changements, des imprévus. Moi, les imprévus me mettent plutôt en confiance. C'est pas forcément très sain, tu vois, toujours. Parce que le moment où t'as une stabilité et que t'as ton espace qui est là, qui va pas bouger, bah, tu paniques un peu, ou tu enclenches un imprévu, tu vois, tu provoques. C'est pas toujours bien, des fois c'est bien, faut juste se connaître, je pense. Mais non, mon rapport au changement, et je pense que c'est un peu j'en ai pas peur, et même je l'aime, tu vois, le changement. Mais il faudrait que j'aime un peu plus la stabilité, du coup, tu vois. Bah après, si ça te va, ce mode de les villas, de tout le temps avoir beaucoup de changements et tout, c'est cool aussi. Exact, mais je pense que l'excès n'est pas bon nulle part, tu vois. Oui, c'est c'est ça. vrai. Faut un peu se stabiliser. Bah moi, je dirais que j'ai besoin de changement parce que je me lasse assez vite de tout. Et d'ailleurs, j'aime pas, je comprends pas. Mais bon. Te lasser ? Ouais, je me lasse super rapidement des choses et tout. En fait, je déteste la routine et j'ai besoin tout le temps de nouveautés, d'être active un peu et d'avoir des nouvelles choses un peu tout le temps, d'être stimulée en fait dans ma vie. Donc je pense que j'en ai besoin. Mais après, je trouve, d'ailleurs, je me faisais la réflexion que il y a pas longtemps, que du coup, quand il y a tout le temps du changement, tu construis pas forcément quelque chose sur la durée et je sais pas, ça me pose question parce que, par exemple, j'ai été 4 ans à Paris et j'avais l'impression d'avoir construit un peu un truc, même un réseau, de m'être un peu ancrée quelque part. Et j'ai eu ce besoin de changement et du coup, je suis partie. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choses et c'est cool. Mais d'un côté, j'aimais bien ce truc-là de, ok, à un moment, je me pose, je m'ancre dans un endroit et du coup, tu peux un peu construire quelque chose. Je sais pas, du coup, voilà, c'est des questions que je me pose. Mais en tout cas, j'en ai besoin. Et je suis pas non plus trop dans la stabilité, du coup je comprends ce que tu dis. Mais en plus je trouve qu'on choisit des voies professionnelles qui sont pas du tout dans la stabilité quoi. Oui, bah c'est pas pour rien, ouais. Ouais voilà, je sais que ça nous convient aussi, mais ouais. Mais par contre je me rends compte d'un truc, c'est que les gros changements, moi je me rends compte des gros changements,
Mais les petits changements, les imprévus, en fait, pour moi, c'est du quotidien. Du coup, en fait, c'est ce que tu dis, c'est juste c'est une manière de vivre le truc. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas la même notion quand c'est du coup ces petits changements-là ou quand c'est un gros changement. Genre, toi, ton départ de Paris. Oui, c'est vrai. Alors que dire ok bah demain je vais aller en montagne alors que j'avais prévu d'aller danser, je sais pas. Oui, Ça vrai c'est que c'est pas la même chose. pareil. Mais je trouve aussi que le changement il permet de te faire évoluer. Enfin, en fait moi je sais que si je reste trop longtemps dans un même truc, au bout d'un moment je vais me sentir stagnée et je vais être en mode oula j'ai besoin de nouveau quoi. Pour évoluer en fait. La dernière question. The last one. Considères-tu la peur comme un moteur ou un frein? Donc la peur, pour moi, c'est un indicateur, c'est un signal. Je crois que c'est ni un moteur ni un frein, c'est un signal de l'inconnu. Et après, le moteur ou le frein, est-ce qu'il est dans cette émotion? Pas sûr. Je crois que... Non, c'est pas un moteur ou un frein, c'est juste un signal, la peur. Après, c'est une façon de voir les choses. T'as des gens, ils vont te dire c'est mon moteur, c'est mon frein. Mais je crois qu'il faut prendre de la distance avec cette émotion qui est forte et envahissante. Tout ce qui est fort et envahissant, il faut prendre de la distance. Donc, c'est une façon de voir les choses. Moi, la mienne, c'est que la peur est un signal d'inconnu. Maintenant, c'est envahissant. Ça veut pas dire que ça va me dicter mon choix. Ce qui a dicté mon choix, c'est ma tête et mes envies de mon cœur. Trop bien que t'arrives à voir ça. C'est ce que j'essaie. Moi, je pense que j'ai un rapport particulier avec la peur. Enfin, je pense que ça prend trop de place. Et du coup, que ça me freine. Bon, après, ça dépend des périodes. Des fois, j'arrive un peu à l'apprivoiser et à la mettre de côté. En vrai, moi, je pense que je pourrais dire que parfois, c'est un frein. Mais après, je trouve que des fois, c'est un bon indicateur. En fait, des fois, la peur, elle est là pour... elle n'est pas là pour rien. Et des fois, elle nous dit vraiment quelque chose d'important. En fait, ce qui est dur à jauger, c'est que des fois, elle est fausse. Enfin, on a peur parce que, je sais pas, on se met trop de pression ou quoi, et du coup, c'est pas un bon indicateur, mais parfois, c'est un bon indicateur. C'est pas du tout clair ce que je dis. Si. Ok, cool. Mais je dirais plus que c'est un frein pour l'instant, mais je travaille grave dessus. Bravo. Mais c'est en lien avec la confiance, hein. Du coup, de privilégier la confiance. J'essaie. Moi, je pense... Alors déjà, par rapport à ce que t'as dit, je trouve qu'il y a... Des fois, tu sens deux peurs différentes. Et la peur qui te fait vraiment peur parce que c'est pour te protéger. Voilà, oui. Et la peur où c'est toi qui as peur d'avancer. Et je trouve qu'elles sont grave différentes. Mais même si tu les reconnais, ça change pas la sensation que t'as peur, quoi. Et moi, je sais que la peur, ça me fait procrastiner. Oui. En mode, je retarde, j'esquive le moment où je dois passer cette peur. Et du coup, à l'inverse, à la fin, ça te donne un petit shot d'adrénaline où tu te dis « Allez, je peux le faire » et tout. Et en fait, quand tu passes la peur, je trouve que c'est hyper moteur parce que du coup, ça te donne un shot d'adrénaline et du coup, ça te fait dépasser tes limites. Donc ça, c'est cool. Et par contre, avant, du coup, ça peut être un frein. Du coup, c'est les deux. Tout à fait. Ouais, c'est une question de moment. C'est très temporel quand même. Ah, bien sûr. Mais du coup, la conclusion de ce podcast, c'est ne plus avoir peur et sauter dans le vide. Alors moi, je peux faire une modification. Vas-y. Moi, j'aime bien dire un truc que je dis depuis longtemps. Je vais le dire maintenant. Suspense. Pour moi, être courageux, c'est-à-dire se lancer, on dit des gens qui se lancent dans leurs trucs qui sont courageux. Être courageux, c'est pas ne pas avoir peur, tu vois, y aller. Être courageux, c'est se chier dessus et y aller la crotte au cul. J'adore. On terminera ce podcast. Waouh, j'ai dit podcast. On terminera ce podcast comme cela. Pas tout à fait. Pas tout à fait, ouais. Oh, pardon, je croyais que c'était la fin. Oh, ok, on termine rien. Mais presque, parce qu'on a une dernière question. C'était la question de l'invitée précédente. Ok, oui. Qui s'appelle Zoé et qui t'a posé comme question. Salutations, Zoé. Ah oui, elle va bien. Super. Considères-tu ta danse comme une forme d'engagement ? Non. Je n'engage rien d'autre que moi-même et que mon monde intérieur que j'offre
au public. Mon engagement, c'est juste être moi-même. Et il ne concerne que moi. Pour l'instant, on sait pas, ça se trouve, j'ai fait une choré de ouf. Et là, tu vas En te mode dire... la horde, hyper engagé, ça twerk et tout. On verra. Et Est-ce que pour tu sens terminer, du coup, est-ce que tu aurais une recommandation à faire de manière générale ça peut être tout et n'importe quoi, un livre. Ok. Une Quelque chose qui t'a recommandation. marqué, qui t'a touché et que tu conseillerais à quelqu'un. Vous allez peut-être rire. Mais quand j'ai des moments où je doute, ou tu vois, où que ce soit dans ma vie, moi, il y a un aventurier que je suis grave. Il s'appelle Mike Horn. Je sais pas si vous connaissez. Bah oui. Je suis allée le voir à Genève faire un speech et tout. En vrai, j'adore sa mentalité. Et il fait pas mal de vidéos en mode comment il a vécu ses épreuves et il détourne ça de façon assez philosophique et le mec parle avec l'expérience. Enfin, il a descendu le plus grand fleuve d'Amazonie avec un genou cassé. Enfin, Ah ouais. le gars est déter dans sa life, tu vois. Et il donne des tips comme ça. Et en plus, c'est fascinant ce qu'il fait. Donc voilà. Allez voir les vidéos de Mike Horn. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que cet échange vous a plu et on se dit à très vite pour un prochain épisode.